Il y avait quelque chose d'inaltérable dans le sourire de Camille. Pas le genre de sourire éclatant, destiné aux réseaux sociaux ou aux soirées mondaines, mais un sourire calme, profond, qui disait « Je suis bien, je suis en paix ». Elle menait une vie simple, mais remplie. Graphiste indépendante, elle travaillait depuis son appartement lumineux au cœur de Bordeaux. Passionnée de dessin et de café-filtre, elle cultivait des petits bonheurs, des promenades au parc, des livres annotés au stabilo, des carnets gribouillés le soir. Et puis, il y avait Alex. Alex, c'était plus qu'un ami. C'était son pilier. Ils s'étaient rencontrés à l'université, 10 ans plus tôt, et depuis, leur complicité n'avait jamais faibli. Ils avaient tout partagé. Les larmes d'un chagrin d'amour, les réussites professionnelles, les silences confortables, les rires qui vous plient en deux. Avec lui, je peux tout dire, pensait souvent Camille. Ce lien, rare, précieux, elle le chérissait comme un trésor. Elle l'aidait à créer sa boîte, elle lui prêtait de l'argent sans contrat, elle gardait ses secrets, elle lui confiait ses rêves. Elle n'imaginait pas qu'un jour, ce même lien deviendrait une chaîne, et que ce même sourire paisible et doux s'effacerait pour laisser place au vide. C'était une nuit d'avril. Camille rentrait chez elle après un dîner. En ouvrant sa boîte mail, elle découvre une alerte bancaire, un virement inhabituel, puis un autre. Elle fronce les sourcils, elle ouvre son compte. Plusieurs transactions avaient été effectuées depuis une semaine. Des retraits, des paiements à l'étranger. Elle panique. Qui a eu accès à ces identifiants? Elle appelle la banque. On l'informe que les virements ont été validés depuis une adresse IP familière. Un doute l'envahit, brûlant, insidieux. Non, pas lui. Mais en vérifiant l'adresse IP, elle reconnaît celle du coworking d'Alex. Elle veut croire à une erreur. Un piratage, une confusion. Elle envoie un message à Alex. « Dis, t'as pas vu passer des mails étranges? J'ai eu des mouvements suspects sur mon compte. » Il répond avec désinvolture. « Non, bizarre, t'as dû te faire hacker. Je peux regarder si tu veux. » Il accepta, comme si de rien n'était, comme si le sol n'était pas en train de se fissurer sous leurs pieds. À 17 heures précises, Alex frappa à la porte. Il avait ce sourire habituel, ce ton léger qui l'avait toujours rendu si agréable. Il portait une chemise bleue, froissée, comme s'il sortait d'une réunion sans importance. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil face à elle. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle l'observait, elle cherchait un signe, une hésitation, une faille. Elle prit son ordinateur, ouvrit son tableau de transactions bancaires et le tourna vers lui. Silence. Ces virements, ils sont partis vers un compte que je ne reconnais pas, mais l'IP, c'est celle du coworking, l'adresse où tu bosses. Alex resta figé. Une demi-seconde, mais cette demi-seconde suffit. Camille, écoute, je peux t'expliquer. Et soudain, tout devint clair. Il ne niait pas, il n'esquivait pas, il essayait de justifier. Camille sentit son estomac se nouer, son souffle se raccourcit. « Tu peux m'expliquer, sérieusement ?» dit-elle, la voix tremblante. « J'étais dans la merde, ok? Financièrement, j'ai paniqué. Et j'allais te le dire, j'allais te rembourser. Je comptais le faire. » Elle recula dans son fauteuil, comme frappée. « Combien ?» Il baissa les yeux. « Presque 7 000 €. » Elle ferma les yeux. Une décharge traversa son corps. Ce n'était pas seulement une somme, c'était une confiance. « Tu aurais pu me demander. Tu sais que je t'aurais aidé. Tu le sais. » « Je sais. Je sais. Mais j'avais honte. Et j'ai fait une connerie. » Camille sentit une larme couler sur sa joue.
Mais elle ne pleurait pas encore. Son corps réagissait seul, comme s'il se défendait. « Tu m'as volé, Alex. Tu m'as trahi. Toi. » Il voulut tendre la main vers elle. Elle recula. « Sors. Camille. Sors. » Elle avait dit cela avec une telle froideur qu'il n'insista pas. Il se leva, referma la porte derrière lui, et là, seulement là, Camille s'effondra. Elle ne cria pas, elle ne hurla pas. Elle s'est simplement laissée tomber à genoux, au milieu de son salon, comme si tout son corps avait cessé de fonctionner. Les souvenirs affluaient. Leur premier café, leur road trip au Portugal, les heures passées à se soutenir mutuellement. Tout cela semblait faux, sali, contaminé par le mensonge. Elle sentit sa poitrine se contracter. La douleur était physique, intense, trahie. Le mot tournait en boucle dans sa tête, comme une note dissonante impossible à faire taire. Camille coupa son téléphone. Elle ne répondit plus à personne. Elle laissa les jours passer dans le noir, mangeant à peine, dormant par épisodes de 2 heures. Elle entendait encore sa voix, elle revoyait encore ses yeux. Cette culpabilité mêlée d'excuses, c'était insupportable. Mais le pire, ce n'était pas l'argent. C'était la perte de ce qu'elle croyait inébranlable. Un lien de 10 ans, une complicité profonde, un ami qu'elle avait presque considéré comme un frère. Comment un être humain peut-il trahir ainsi, sans remords apparents, sans même tenter de réparer avant d'être confronté? 3 jours plus tard, Alex lui envoya un mail. « Je suis désolé, je n'ai pas d'excuse valable. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu m'as toujours aidé, et je t'ai détruite. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. Je te rendrai l'argent, je ferai ce qu'il faut, mais surtout, je suis désolé. » Camille ne répondit pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que rien ne pouvait être dit. Elle se sentait comme un vase brisé en 1000 morceaux. Et répondre, c'était risquer de recoller trop tôt, avant même de comprendre la forme de ses fractures. Quand elle recommença à parler à quelques amis, leurs réactions furent unanimes. « Tu dois le bloquer. Ce mec est toxique. » Ce n'était pas un vrai ami. Mais ces phrases ne l'aidaient pas, parce qu'elle avait aimé cette amitié. Et malgré la trahison, elle ressentait encore de l'affection. Une affection douloureuse, paradoxale, mais réelle. C'est ce qui la détruisait le plus, ce tiraillement entre colère et nostalgie, entre rejet et manque. Et bientôt, une autre voix se glissa en elle, la voix du doute. « Et si c'était ta faute, tu as trop fait confiance. Tu aurais dû le voir venir. » Cette voix, insidieuse, menaçait de tout détruire. Camille commença à se remettre en question, à douter de sa valeur, à se méfier de tout le monde, à perdre foi en l'amitié. Ce n'était plus seulement Alex qui l'avait blessée, c'était elle-même qui s'enfonçait. Un matin, sans raison apparente, elle se leva, prit un cahier et écrivit « Il m'a trahi, et pourtant, je souffre de le perdre. Je ne suis pas faible, je suis humaine. » Ce fut le début d'un processus, pas une guérison, mais une respiration. Le matin suivant, Camille se réveilla dans un silence trop propre, trop calme, le genre de silence qui ne berce pas, mais qui oppresse. Elle resta allongée longtemps, incapable de dire si elle voulait se lever ou simplement cesser d'exister un instant. Tout autour d'elle était intact. Son appartement lumineux, son carnet sur la table basse, son vieux ficus penché vers la fenêtre. Pourtant, elle ne reconnaissait plus rien, comme si elle regardait sa vie à travers une vitre. Ce n'était pas seulement Alex qu'elle avait perdu, c'était un repère, une part d'elle-même. Dans les jours qui suivirent, elle déclina toutes les invitations.
Clara lui proposa une balade, une autre amie l'invita à un brunch dominical. Camille disait « Plus tard, je suis fatiguée, j'ai du travail ». Personne n'insista. Il comprenait sans comprendre. Elle avait besoin de silence, pas celui qu'on subit, celui qu'on choisit pour essayer de recoller ses morceaux. Les nuits devinrent longues. Les draps froissés témoignaient de ses insomnies. Elle tournait, repassait les scènes, rejouait la confrontation, imaginait ce qu'elle aurait dû dire, ce qu'elle aurait voulu crier. Elle rêvait parfois. Dans ses rêves, Alex s'excusait. Ou bien il riait, ou bien il disparaissait. Toujours, elle se réveillait en sueur. Un jour, elle lança son oreiller contre le mur et hurla. C'était la première fois que le son sortait. Depuis des jours, tout était resté en elle. Sur les conseils de Clara, elle consulta une psychologue. Elle hésita longtemps avant de franchir le pas. Le cabinet était clair, apaisant. La thérapeute, une femme au regard doux nommée Sophie, l'accueillit avec un sourire sincère. La première séance, Camille ne dit presque rien, mais à la deuxième, un barrage céda. Je me sens stupide d'avoir fait autant confiance. Sophie répondit sans juger. La confiance n'est jamais une erreur, c'est un cadeau, c'est celui qui en abuse qui commet la faute. Camille pleura. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le droit d'avoir mal, sans être responsable de tout. Sophie lui suggéra d'écrire. Alors chaque matin, Camille remplissait une page dans un carnet, parfois deux. Les premiers jours, elle griffonnait sans structure. Des mots crus, des insultes, des souvenirs. Puis peu à peu, quelque chose changea. Elle commença à se relire, à observer ses émotions, à leur donner une forme. Il m'a trahi, et pourtant je pense encore à lui. Je me déteste pour ça. Mais peut-être que c'est ça, le vrai deuil. Accepter qu'on peut aimer même ce qui nous blesse. L'écriture ne guérissait pas tout, mais elle ouvrait une porte, un espace à elle, sans peur. Dans un petit café de quartier où elle aimait écrire, elle croisa souvent un homme, seul, lui aussi, qui dessinait dans un carnet. Ils ne se parlaient pas. Puis un jour, elle laissa tomber son stylo. Il le ramassa. Elle sourit. « Merci. J'aime bien votre façon d'écrire. Même si je ne lis rien, vous avez une belle énergie. » C'était maladroit, mais vrai. Il s'appelait Mathieu. Ils ne devinrent pas intimes. Pas tout de suite. Mais il était là. Et elle aussi, chaque après-midi, deux solitudes côte à côte qui n'avaient rien à se prouver. C'était nouveau et doux. Un soir, Camille écrivit une lettre à Alex, une lettre qu'elle n'enverrait jamais. « Tu m'as trahi, et malgré ça, j'espère que tu vas changer. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce que tu as fait ne te définit pas à jamais. Mais moi, je ne peux plus te porter. Je me libère de cette colère. Elle n'est plus à moi. » Elle la relut, une fois, puis la brûla. Ce fut un rituel, un acte de fin. Un matin, en sortant du cabinet de Sophie, elle vit des enfants courir dans un parc, riant à plein poumon. Elle se surprit à sourire. Et ce sourire, elle le sentit. Pour la première fois depuis des semaines, il ne sonnait pas faux. Elle comprit qu'elle n'était plus en train de survivre. Elle recommençait à vivre. Pas comme avant, mais avec ce qu'elle avait traversé. Les mois passèrent, et Camille poursuivit son chemin, lent mais sûr. Elle avait repris son travail, retrouvé le plaisir simple d'une promenade, d'un café pris sans hâte. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait, lancinante et presque honteuse. Pouvait-elle un jour pardonner à Alex? Dans les premiers temps, la colère avait été son bouclier, une barrière contre la douleur. Se dire « je ne lui pardonnerai jamais » lui donnait un semblant de contrôle sur ce chaos intérieur. Mais peu à peu,
Cette colère devint un poids, une chaîne invisible qui l'enlaçait trop fort. Chaque fois qu'elle y pensait, elle sentait son cœur se serrer, son souffle s'accélérer. Elle comprit que la rancune ne protégeait rien. Elle ne protégeait ni son cœur ni son esprit. Elle se rendit compte que continuer à haïr Alex, c'était se punir elle-même. Sophie lui parla alors du pardon. Pas comme un acte envers l'autre, mais comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, c'est se libérer. Camille trouva ces mots étranges. Elle repensa à tout ce qu'elle avait perdu, à tout ce qu'elle avait souffert. Mais elle décida d'essayer. Pas pour Alex, pour elle. Camille reprit son carnet. Elle écrivit d'abord une lettre d'excuse, adressée à elle-même. « Je suis désolée de m'être fait tant de mal. Je suis désolée d'avoir douté de ma force. Je mérite la paix. » Ensuite, elle écrivit une lettre à Alex. Une lettre qui ne serait jamais envoyée, mais qui lui permit d'exprimer ce qu'elle ressentait. « Je ne t'oublie pas. Je ne t'excuse pas. Mais je choisis de ne plus vivre dans la colère. Je choisis la paix. » Écrire ces mots fut libérateur. Une porte s'ouvrait. Peu à peu, Camille sentit que son cœur se déliait. Elle dormait mieux. Elle riait davantage. Elle pouvait parler d'Alex sans trembler. Ce n'était pas une fin magique. C'était un processus, lent, exigeant, mais puissant. Elle découvrit que pardonner ne signifiait pas revenir en arrière. C'était avancer, avec ce poids en moins. Camille réapprit à faire confiance, pas avec naïveté, mais avec prudence et douceur. Elle accueillit Mathieu dans sa vie, non plus seulement comme un compagnon d'écriture, mais comme un véritable ami. Elle sut que certaines blessures restent, mais que leur présence ne doit pas empêcher la lumière de revenir. En se regardant dans le miroir, Camille vit une femme transformée. Elle n'était plus seulement la victime. Elle était une survivante, une femme qui, malgré la trahison, avait choisi la guérison. Elle comprit alors que le pardon était un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même. Le printemps arriva doucement, caressant la ville de ses premières couleurs. Pour Camille, c'était comme si la nature elle-même reflétait ce changement intérieur qu'elle avait vécu. Elle se sentait renaître. Un nouveau souffle. Ce matin-là, elle se leva tôt. Elle ouvrit la fenêtre de son salon, laissant entrer la lumière dorée et les chants des oiseaux. Elle inspira profondément, savourant ce moment. Le poids invisible qui pesait sur sa poitrine avait disparu. Ou du moins, il était devenu plus léger, plus distant. Elle était prête, prête à aimer, à faire confiance, à vivre pleinement. Camille reprit ses projets artistiques avec un enthousiasme renouvelé. Elle organisa une petite exposition de ses écrits et dessins, invitant ses proches. Ce fut un succès doux, sincère. Les encouragements et les sourires partagés furent autant de petites victoires. Elle comprit que chaque mot, chaque trait de crayon était une pierre posée sur le chemin de sa reconstruction. Un jour, alors qu'elle retrouvait Mathieu dans ce même café, ils parlèrent longtemps. Non pas de blessures passées, mais d'espoir, de voyage, de rêve. Ils décidèrent de s'engager dans une amitié profonde, basée sur le respect, l'écoute et la bienveillance. Camille réalisa que l'amitié, même fragile, pouvait guérir. Dans la tranquillité de ses soirées, elle repensait parfois à Alex, sans colère ni rancune, avec une distance apaisée. Elle avait appris que certaines cicatrices restent, mais qu'elles peuvent devenir des marques de force. Elle n'était plus la femme brisée d'avant. Elle était une femme entière, riche de ses combats et de ses victoires. Ce parcours, Camille souhaitait le partager, pour que d'autres ne se sentent pas seuls face à la trahison, pour que le pardon ne soit plus un mystère, mais un chemin possible, pour montrer que même au cœur de la douleur, la lumière peut revenir. L'histoire de Camille
est celle de tant d'entre nous. Celle d'une trahison qui déchire, d'un vide qui s'installe, mais aussi d'une renaissance possible. Parce que le pardon, loin d'être une faiblesse, est un véritable acte de courage. Parce que la paix intérieure est accessible, même après les blessures les plus profondes. Si cette histoire t'a touché, rappelé un moment de ta vie, ou simplement fait réfléchir, sache que tu n'es pas seul. La guérison est un chemin personnel, parfois difficile, mais toujours possible. Si tu souhaites continuer à explorer avec moi ces histoires humaines, ces parcours de vie, ces transformations intérieures, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Chaque semaine, je partage des récits authentiques, des conseils pour avancer et des réflexions pour nourrir ton esprit et ton cœur. Rejoins cette communauté bienveillante. Ensemble, avançons vers la lumière. Merci d'avoir suivi cette histoire. À très vite pour un nouveau chapitre de vie.